pour introduire le sujet, qu'est-ce qu'on entend par gérer ses émotions? C'est probablement enfoncer des portes ouvertes, mais cela signifie tout simplement se sentir bien ou mieux dans sa tête. Quand on parle de maîtriser ou gérer ses émotions, on entend plus généralement canaliser ou maîtriser son stress. Et le stress, c'est une réaction normale de notre corps pour s'adapter à l'environnement. Il va devenir néfaste quand il est chronique et il va conduire parfois à des pathologies telles la dépression dont Bruno nous parlera plus tard. Chez Faudé, on a l'ambition de contribuer à la prévention de ce type de dérive en s'attachant au bien-être des individus, mais des individus sains. Donc on travaille dans un cadre préventif. Alors, vous allez me pardonner mon manque d'originalité, mais quand on parle d'odeur et d'émotion, on associe souvent cette thématique à la fameuse Madeleine de Proust. En fait, c'est devenu même une expression dans le langage courant. Et je ne résiste pas à vous faire écouter le passage, ce qui va permettre de mettre un petit peu de littérature dans la science. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Donc, en dégustant une madeleine, Proust se souvient d'un moment heureux de son enfance et il fait le lien entre odorat et mémoire. Alors, si vous avez bien écouté, lui, il a parlé de goût. Mais j'en profite pour faire une parenthèse sur la mécanistique de l'olfaction. J'en profite pour vous apporter une précision sur l'olfaction parce que, en fait, ce qu'on appelle le goût de la madeleine, c'est l'odeur. Et donc, quand on mange, on stimule l'odorat parce que la bouche et le nez communiquent. On parle d'olfaction rétronasale. L'olfaction qu'on a plus en tête est la voie orthonasale, celle qui passe directement par le nez. Mais en fait, là, ce qui est stimulé dans le cadre de la dégustation de la madeleine, c'est bien cette voie rétronasale qu'on utilise quand on s'alimente. Alors, je poursuis cette parenthèse sur l'olfaction avec quelques mots d'importance, sans rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix Nobel 2004, qui est le plus célèbre des prix récompensant les travaux de recherche en biologie et médecine, a été attribué à 2 chercheurs américains pour leurs travaux qui ont permis de comprendre comment les cellules du nez perçoivent les odeurs et transmettent l'information au cerveau. Alors, on a entre 400 et 600 récepteurs olfactifs chez l'humain, et ces récepteurs, ils sont sélectifs ou non. Donc, ça veut dire que des molécules olfactives peuvent stimuler un ou plusieurs récepteurs, et qu'un récepteur peut être stimulé par une ou plusieurs molécules. Alors, quand on combine tout ça, ça fait que notre nez serait capable de différencier 1000 milliards d'odeurs. Alors, c'est pas le cas, mais ça se travaille. Et c'est même l'objet de métiers, alors les fameux nez des parfumeurs ou les aromaticiens de l'agroalimentaire. Alors, revenons à Proust. Qu'est-ce que cette expérience littéraire nous dit? L'odeur est mémorisée inconsciemment dans son contexte émotionnel et elle peut rappeler des souvenirs très anciens. On voit que cette perception, qui était très fugace, a permis à Proust une mémorisation pour sa vie entière. Et ça, c'est parce que l'émotion qui était associée à la perception était très forte. Et dans son cas, c'était une émotion très positive, un plaisir de son enfance. Mais la question est, que se passe-t-il dans le cerveau?
Alors là, ça va être un petit peu moins drôle parce que pour vous expliquer tout ça, il faut parler d'anatomie du cerveau. Alors, on a des neurones, donc des cellules olfactives, qui sont directement exposées à l'environnement. Ce qui fait que la stimulation du cerveau est très rapide et nos 5 à 10 millions de neurones olfactifs envoient rapidement une information au cerveau et transforment le message chimique, parce que les molécules olfactives sont des molécules chimiques, en message nerveux. Alors le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de protection face à des agents potentiellement toxiques. Alors c'est le cas d'agents chimiques ou bien d'agents pathogènes comme un certain virus dont on a tous affaire en ce moment et sur lequel Bruno reviendra. Donc cet épithélium olfactif, il est directement relié à une partie du cerveau qui s'appelle le bulbe olfactif. En fait, il y en a deux, parce que nous avons deux hémisphères cérébraux, donc toutes les parties du cerveau dont je vais vous parler, elles existent en double. Et donc, dans ces bulbes olfactifs, il y a des cellules qui sont les cellules mitrales. Alors, pour la petite histoire, elles sont appelées comme ça parce qu'elles ont la forme de mitre d'évêque. Et alors, ces cellules envoient l'information au cerveau qui traite l'information olfactive. Et cet endroit du cerveau, ça s'appelle le cortex olfactif. Alors là, vous avez un schéma qui va vous montrer, donc c'est entouré les bulbes olfactifs. Donc cet épithélium, ce cortex olfactif, il y a plusieurs sous-régions et il y en a une qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle l'amygdale. Donc elle est impliquée dans le traitement des odeurs et elle joue un rôle important dans l'apprentissage et justement la mémorisation et la gestion des émotions. Aussi, elle coordonne la réponse corporelle à la peur et à l'agression. Alors on a une autre région d'intérêt qui fait partie de cette partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qui est en fait le cerveau des émotions. Donc cet hippocampe ou ces hippocampes permettent l'encodage des souvenirs et c'est une zone en fait qui va permettre l'adaptation à l'environnement parce qu'elle est le siège de génération de nouveaux neurones toute la vie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est la seule région du cerveau qui fait de la neurogénèse à l'âge adulte avec le bulbe olfactif. Donc, cet hippocampe permet de sélectionner les informations transitoires à mémoriser. Elle fait le tri, en fait, et va transmettre les informations d'importance à notre mémoire à long terme. Et elle va associer les émotions à la mémoire. Quand on a une lésion de l'hippocampe, en fait, on ne peut plus créer de nouveaux souvenirs. Par contre, les souvenirs qui étaient déjà là, les souvenirs anciens, préalables à la lésion, sont toujours intacts. Donc, cette amygdale envoie des informations à une zone qui fait partie du système limbique aussi et qui est fort intéressante, qui est l'hypothalamus, qui coordonne en fait les réponses du corps et en particulier la réponse hormonale. Ensuite, on passe à une zone du cerveau qui est un relais en fait, qui est le thalamus. Et via le thalamus, on arrive à ce qu'on appelle le cerveau conscient, donc le néocortex, là on est à 300-500 millisecondes. Et ces zones du néocortex qui vont nous permettre d'identifier et de qualifier les odeurs après apprentissage. Et donc c'est ces zones qui vont nous permettre de juger, d'apprendre et de décider. Et d'associer un mot à une odeur. Donc c'est des zones qui sont associées au langage. Donc, un petit récap de la neuroanatomie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, nous avons donc deux amygdales qui font partie du cortex olfactif et du cerveau des émotions.
On a un sens de l'olfaction qui agit directement et rapidement sur cette partie du cerveau sans passage par la conscience, donc en agissant sur notre cerveau des émotions. On a un sens olfactif qui est quelque part une porte ouverte sur le cerveau avec des neurones qui sont à l'air libre. Et ce sens olfactif va pouvoir influencer notre comportement sans que ce soit volontaire, à partir de cette mémoire olfactive inconsciente. Alors ça peut avoir des côtés un peu négatifs, parce qu'on peut arriver à faire ce qu'on appelle du conditionnement olfactif. C'est quelque chose qui est en particulier exploité dans ce qu'on appelle le marketing olfactif. Quand vous sentez des bonnes odeurs de viennoiserie au moment du petit déjeuner, ça va vous influencer de façon inconsciente et vous allez avoir faim ou avoir envie de rentrer dans la boulangerie qui envoie ces bonnes odeurs. Alors, par rapport à la deuxième question, gestion des émotions et olfaction. Alors, on a des liens évidents entre l'olfaction et la réponse cérébrale aux émotions. Or, le stress, c'est l'émotion négative qu'il faut combattre. Il y a plusieurs observations scientifiques qui permettent de faire le lien entre le stress et l'olfaction. Alors, on a certaines odeurs qui vont être rassurantes, c'est connu. Alors, c'est l'odeur du conjoint, par exemple, ou l'odeur maternelle pour le bébé. On a inversement d'autres odeurs qui peuvent induire du stress, alors comme l'odeur du prédateur, c'est bien connu chez l'animal, mais on sait aussi que l'odeur de la sueur de personnes qui ont peur vont pouvoir mettre le cerveau humain en état d'alarme. Alors on sait aussi que quand on est stressé, on perçoit moins bien les odeurs et qu'une odeur qui nous paraissait très agréable est tout d'un coup moins plaisante quand on est en état de stress. Et enfin, dernier élément, alors oui, donc on a aussi, donc ça c'est plutôt dans le cadre de l'animal, un stress chronique qui peut affecter les comportements instinctifs animaux liés à l'odorat, tels la reproduction. Et donc pour finir, un dernier élément, une odeur jugée mauvaise fait réagir le corps comme un autre type de stress, donc comme une image violente par exemple ou un bruit soudain. Donc la question à laquelle on arrive à la suite de tout ça, c'est existe-t-il des odeurs ou des composés qui sont identifiés comme bénéfiques pour gérer le stress? Alors, donc c'est pas un gros suspense, mais la réponse est oui. Donc c'est moins bien connu et expliqué, mais en fait il a été démontré que certaines molécules aromatiques, donc des molécules possédant une odeur, modifie le fonctionnement du cerveau sans pour autant avoir effectué un conditionnement opérant, c'est-à-dire une association de cette odeur avec un contexte ou un objet. Donc, ces molécules, ces substances aromatiques odorantes sont issues des végétaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Donc, on peut citer le linalol de la lavande, le limonène de l'orange, ou des citrus en général, les fruits, l'eucalyptol, comme son nom l'indique, que l'on va trouver dans les feuilles d'eucalyptus, ou c'est moins bien connu, mais une molécule qui s'appelle le 6,3-hexénol et qui est en fait l'odeur de l'herbe coupée ou de la feuille coupée. Et les effets sur le cerveau ont été démontrés dans des modèles animaux après la plupart du temps exposition par voie aérienne. Et ce qui a été observé, c'est des modifications de l'activité des neurones dans des zones cérébrales qui sont impliquées dans les émotions, donc on a cité tout à l'heure les amygdales et les hippocampes. Et il a été aussi démontré des effets sur la transmission du message nerveux par les neuromédiateurs. Alors pour les non-spécialistes, je me permets un petit rappel de définition.
Les neuromédiateurs, ce sont des substances chimiques qui sont produites par les neurones et qui permettent la transmission de l'information d'un neurone à l'autre au moyen de ce qui fait le lien entre les deux neurones qui s'appelle la synapse. Alors par rapport à ces neuromédiateurs, Bruno s'attardera tout particulièrement tout à l'heure sur un neuromédiateur d'intérêt dans la gestion des émotions. Alors, il se trouve que l'entreprise Faudé utilise ce sens très puissant. Et alors là, je vais me permettre, pour que vous compreniez la démarche scientifique, avant de laisser la parole à Bruno, de vous dire quelques mots sur Faudé, que je représente aujourd'hui. Le fondateur de l'entreprise, Daniel Éclage, vétérinaire de formation, l'a créé il y a 25 ans sur une conviction scientifique qui était que les odeurs agissent sur le cerveau comme certaines hormones et qu'elles ont le potentiel d'apporter un bénéfice aux animaux et aux hommes. Alors pourquoi il avait cette conviction ? Tout simplement parce qu'il était spécialiste de l'hormonologie de la reproduction et qu'il avait au préalable été confronté au domaine de l'aromatique en prenant la direction d'un laboratoire d'arômes. Et donc, il a eu du nez parce qu'aujourd'hui, l'entreprise Faudé est spécialisée dans le domaine de l'olfaction et plus particulièrement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans l'olfaction au sens d'un apport sensoriel dans l'agroalimentaire. Donc, on utilise cette fameuse voie rétronasale. Et donc, notre savoir-faire va du sourcing d'ingrédients odorants alimentaires en passant par de la formulation et avec une forte activité de recherche, car l'entreprise est avant tout, et c'est dans son ADN, une entreprise de R&D, donc de recherche et développement. Le produit, en fait, on a souvent l'habitude de dire que c'est un prétexte, mais bon, il reste quand même indispensable sur le plan économique. L'objectif de la recherche et développement est l'identification et la mise en test d'ingrédients avec l'objectif d'améliorer le bien-être des animaux et des hommes, ou tout du moins d'y contribuer. Donc, pour introduire le partenariat de recherche Faudé-CRCA, chez Faudé, nous avons identifié d'abord par l'observation animale les effets anti-stress d'un ingrédient olfactif à base d'orange douce. Nous avons testé plusieurs formulations sur modèle préclinique animal et une fois la composition de l'extrait olfactif et sa formulation optimisée, nous avons testé sur modèle souris au CRCA cet ingrédient avec une administration par voie rétronasale dans l'eau de boisson et les effets comportementaux et cérébraux ont été mesurés en lien avec la gestion des émotions.